Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on reprenne cette seconde partie de la journée avec une table ronde sur la science et la République et les liens notamment qui peuvent unir ces deux notions avec un invité, Étienne Klein, physicien, philosophe des sciences, directeur depuis 2006 du laboratoire de recherche donc sur les sciences et la matière, avec qui nous allons essayer de décrypter les liens qui peuvent exister entre la science et la République. Et en préparant cet entretien, Étienne, vous m'aviez notamment cité le général de Gaulle, et notamment son discours du 4 septembre 1958 qui définissait la République comme un bien commun. Alors, on sait très bien que les sciences c'est aussi un bien commun, en ce que les sciences sont universelles. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par nous en dire un petit peu plus sur les liens, les premiers liens que vous pouvez voir entre science et république? Oui, bonjour à tous. Merci pour votre. Vous m'entendez bien? Oui. Merci pour votre invitation. Je suis ravi de participer à cette école d'été qui associe l'idée de République et l'idée de laboratoire. Évidemment, ça parle à un scientifique. Et comme la République aujourd'hui est discutée, peut-être menacée, je voudrais, avant de parler du général de Gaulle, évoquer le prix Nobel de physique qui a été donné en 2022 à un physicien français qui s'appelle Alain Aspect et qui a démontré, qui a tranché même un vieux débat sur la mécanique quantique qui opposait deux grands physiciens, qui étaient Albert Einstein d'un côté et un physicien danois qui s'appelait Niels Bohr. Et Alain Aspect a fait une expérience cruciale qui a tranché la question posée par Einstein et il a démontré expérimentalement ce qu'on appelle la non-séparabilité quantique. Évidemment, je ne vais pas en parler aujourd'hui, simplement, il me semble que cette non-séparabilité quantique peut être une espèce d'analogie qui peut nous aider à mieux penser l'idée contemporaine de république. En fait, ce que montre cette non-séparabilité, c'est que deux particules qui ont interagi dans le passé conservent un lien ultérieur, quelle que soit la distance qui les sépare dans l'espace. Et il me semble que c'est une analogie qui permet de comprendre le lien que devraient avoir les citoyens dans une république idéale, qui normalement devrait être une et indivisible, c'est-à-dire non fragmentée en communautés indépendantes. Et il me semble aussi que cette leçon quantique pourrait constituer un remède symbolique contre ce que certains appellent le narcissisme des petites différences, qui permet à qui veut de se démarquer de cette appartenance commune par la mise en avant de telle ou telle propriété singulière, de telle ou telle caractéristique par laquelle il voudrait se distinguer des autres. Alors pour en venir au général de Gaulle, en effet, dans son discours du 4 septembre 1958, il présente la constitution de la Ve République et il dit ceci: c'est en un temps où il fallait se réformer ou se briser que notre peuple, pour la première fois, recourut à la République. Il invitait ensuite le peuple à faire de la République un bien commun, à s'en faire un bien commun, et il la définissait de la façon suivante. La République, c'est la souveraineté du peuple, l'appel de la liberté et l'espérance de la justice. Elle est aussi, disait-il, un milieu commun. Un milieu qui n'est pas au milieu, c'est pas un milieu qui sépare. C'est un milieu qui n'est pas commun au sens où il est ordinaire, il est plutôt transcendant, comme dirait sans doute Régis Debray, avec qui je partage l'idée que la République réclame, à tout le moins, une sorte d'élévation collective. Alors moi, je n'ai pas les compétences pour vous dire euh, ce qui permettrait d'énoncer tout ce qui, dans la République, doit être mis en commun. Mais il me semble qu'il y a au moins une exigence, c'est que dans une République idéale, disons, les connaissances, notamment les connaissances scientifiques, doivent pouvoir circuler à l'air libre, se répandre, s'enseigner, sans rencontrer trop d'obstacles, que ceux-ci soient politiques, idéologiques, religieux ou autres. Et j'y vois une affaire de cohérence. Les connaissances scientifiques, évidemment, ne sont pas démocratiques. La science n'a pas vocation à être démocratique. On n'a pas décidé que la théorie d'Einstein de la gravitation était la bonne théorie de la gravitation par un référendum. Et d'ailleurs, même les philosophes des Lumières en étaient conscients. Il y a un texte de David Hume qui date de 1742 dans lequel il dit ceci: même si le genre humain tout entier concluait de manière définitive que le soleil se meut et que la terre demeure en repos, en dépit de ces raisonnements,
le Soleil ne bougerait pas d'un pouce de sa place et ses conclusions resteraient fausses et erronées à jamais. Autrement dit, la souveraineté du peuple a une limite qui est la vérité. C'est pas par un suffrage qu'on décide de ce qui est vrai ou pas. Mais pour le reste, les connaissances doivent, comme je l'ai dit, pouvoir circuler librement. Ni le théorème de Pythagore, ni le deuxième principe de la thermodynamique, ni la formule E égale MC2 n'appartiennent à quelqu'un en particulier. Et donc l'idée de république et la notion de connaissance sont intriquées par nature, comme si l'une et l'autre tangentaient un idéal d'universalité. En plus, et là je continue de parler de la république idéale, ce lien entre connaissance et république se trouve renforcé, me semble-t-il, par ce que Henri Bergson appelait la politesse de l'esprit. La politesse de l'esprit, c'est une sorte de souplesse intellectuelle qui rapproche les hommes et leur permet de s'épanouir en un monde commun et solidaire. Je cite Bergson, « La politesse sous toutes ses formes, politesse de l'esprit, politesse des manières et politesse du cœur, nous introduit dans une république idéale, véritable cité des esprits, où la liberté serait l'affranchissement des intelligences et l'égalité un partage équitable de la considération. » Mais on voit bien que ça, c'est vraiment une situation idéale. Dans la pratique, les choses sont très différentes. J'ai dit tout à l'heure que la science n'est pas républicaine, n'est pas démocratique. C'est vrai, mais elle est républicaine, c'est-à-dire qu'elle est affaire publique. Simplement, il s'est passé depuis quelques décennies le fait que la science n'est plus enchâssée dans l'idée de progrès. Les philosophes des Lumières considéraient notamment que c'était la science qui était le bras armé de l'idée de progrès. C'est elle, par les connaissances qu'elle apporte et par les applications qu'elle rend possibles, qui nous permettrait de penser pour le futur un monde différent du nôtre, si possible meilleur. Et en fait, nous, notre génération, a compris que la science, certes, produit des connaissances très particulières, des connaissances qu'on n'aurait pas pu obtenir sans la science. C'est des connaissances qui bénéficient d'une objectivité particulière. Mais nous avons compris également que la science produit de l'incertitude. Mais c'est une incertitude d'un type très spécial. La science ne nous dit plus ce que nous devons faire des applications qu'elle rend possibles. Alors qu'autrefois, les applications étaient explorées, quitte à être ensuite abandonnées, mais on pensait que tout ce que la science rendait possible devait être essayé. On n'en est plus là. Donc on a bien compris que la science, la physique par exemple, nous dit comment faire des réacteurs nucléaires. La biologie nous explique comment faire des OGM. L'informatique, l'algorithmique nous disent comment faire de l'intelligence artificielle. Mais aucune de ces disciplines ne nous dit si nous devons le faire. Et donc là, on retrouve l'idée de démocratie, c'est que dans une démocratie, disons, éclairée, on devrait être capable de discuter ensemble du type de compagnonnage que nous souhaitons avoir dans le futur avec les nouvelles technologies. Quelle est la part des décisions, par exemple, qu'on accepte de déléguer à des machines? Les OGM, c'est oui ou c'est non? Et on voit bien qu'en France, en tout cas, ces débats publics sur les technologies, quand ils sont organisés, en général, tournent au fiasco assez vite. Il y a eu en 2010 celui sur les nanotechnologies qui s'est très mal passé, celui sur les déchets nucléaires s'est créé dans l'indifférence générale, et médiatiquement, on observe sur ces questions une décorrélation assez forte entre la militance et la compétence. C'est-à-dire que le fait d'avoir une opinion tranchée semble clore le débat. Et d'ailleurs, c'est un fait assez étonnant. Le fait d'avoir une opinion tranchée dédouane ceux qui ont cette opinion de l'envie ou de l'obligation de s'instruire à propos de quoi ils ont une opinion tranchée. Faites un sondage auprès de vos amis, mettez d'un côté ceux qui sont, par exemple, contre le nucléaire, d'un autre côté, mettez ceux qui sont pour le nucléaire, et demandez-leur, aux uns et aux autres, pourquoi est-ce qu'on met de l'uranium dans les centrales nucléaires? Pourquoi on met de l'uranium et pas du krypton ou de l'aluminium? Vous verrez, j'ai fait le test, que ni les uns ni les autres, en général, ne savent répondre. Autrement dit, le fait d'avoir une opinion tranchée permet d'être ignorant. Ce qui donne
cette décorrélation entre la compétence et la militance que j'évoquais, d'autant plus forte que les gens compétents, en général, sont des gens modérés, et étant modérés, s'engagent modérément, laissant la place libre à ceux qui ont des opinions beaucoup plus radicales. Ce qui veut dire que les technologies ne sont pas jugées pour elles-mêmes à l'aune de la connaissance que nous aurions de leur réalité objective et matérielle. Elles sont jugées à partir de leur halo symbolique. Pour reprendre une expression d'un philosophe qui s'appelait Gilbert Simondon, qui s'était intéressé aux techniques. Tout le monde, les sondages le montrent, tout le monde a une opinion sur les OGM, ou sur le nucléaire, ou sur la 5G. Mais si vous demandez à ceux qui ont une opinion ce qu'est un OGM, ce qu'est la 5G, ou ce qu'est le nucléaire, une grande majorité des gens sont incapables de répondre. Ça veut dire que l'opinion est complètement décorrélée de la connaissance. Ensuite, je ne suis pas en train de vous dire qu'on devrait défendre une conception scolaire de la citoyenneté. D'abord parce que c'est impossible. Aucun être humain n'est compétent en climatologie, en génie atomique, en cosmologie, en génétique, en algorithmique, personne. Et quand on évoque ces questions, souvent, on oppose au grand public les citoyens et les scientifiques. Mais cette séparation est complètement factice. Si vous m'interrogez moi sur la nucléosynthèse primordiale et le boson de Higgs qui a donné leur masse aux particules élémentaires dans l'univers primordial, je pourrais vous répondre. Mais si vous m'interrogez sur le principe de fonctionnement du vaccin ARN messager, je vous prierai de passer à la question suivante. Et si vous interrogez un biologiste sur le boson de Higgs, sans doute ne pourra-t-il pas répondre, mais il répondra sur le vaccin. Autrement dit, les scientifiques aussi font partie du grand public. Ils ne sont compétents que dans leur discipline et aux abords de leur discipline. La seule différence peut-être, et encore faudrait-il la prouver, ce qui n'a pas été fait je crois, la seule différence entre les scientifiques et le grand public, c'est sans doute que les scientifiques font davantage confiance aux autres scientifiques que le grand public, mais j'insiste sur le fait que ça n'a pas été prouvé. Donc on ne peut pas défendre une conception scolaire de la citoyenneté. Un citoyen qui ignore la science, qui la conteste, qui se montre indifférent à elle, qui la méprise, n'est pas un moins bon citoyen qu'un citoyen qui s'y intéresse. Ça ne peut pas être un critère de démarcation au sein de l'ensemble des personnes qui constituent la République. Mais il y a quand même la question de la vérité qui se pose. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une concaténation très bizarre entre l'idée de vérité et l'idée de liberté? Il se trouve que dans les semaines qui viennent de s'écouler, j'ai beaucoup lu Simone Weil, la philosophe, et voilà ce qu'elle dit. Elle écrit ça en 1943. Elle dit « Le public se défie des journaux, mais sa défiance ne le protège pas. Sachant en gros qu'un journal contient des vérités et des mensonges, il répartit les nouvelles annoncées entre ces deux rubriques, le vrai et le faux, mais au hasard, au gré de ses préférences, il est ainsi livré aveuglément à l'erreur. » Et ce qu'elle dit là, à mon avis, c'est encore plus vrai aujourd'hui, grâce ou à cause du numérique dont on a parlé ce matin dans un atelier. Il me semble que notre cerveau n'aime pas être contredit. Il n'a jamais aimé être contredit. Avant même le numérique, les gens de gauche ne lisaient pas Libération. Si, pardon. Les gens de gauche ne lisaient pas Le Figaro et les gens de droite ne lisaient pas l'Humanité ou Libération. Pourquoi ? Parce que quand on lit son journal, on veut que la façon dont les événements nous sont rapportés soit homomorphe à notre propre lecture du monde. Et si nous sommes choqués par ce que nous lisons dans notre journal, nous changeons de journal. Aujourd'hui, c'est encore plus fort puisque des algorithmes ont au fait de repérer vos tropismes intellectuels, culturels, vos croyances, vos habitudes de consommateurs et vous abreuvent en articles, vidéos et autres qui vont dans le sens de ce que vous pensez déjà. Et donc, le paysage médiatique, compte tenu de cette sélection, apparaît comme un réservoir qui propose à tout à chacun
des biais de confirmation qui l'invitent à penser encore plus fortement ce qu'il pense déjà. Or, penser, c'est dire non à sa pensée. Toute pensée est critique. Une pensée, pour être vivante, doit accueillir des arguments qui la contestent, quitte à elle, ensuite, de réagir, peut-être de changer son positionnement, en tout cas, de réagir à la critique. Si elle ne le fait pas, eh bien, elle tourne en rond et le numérique, me semble-t-il, favorise cette paresse de l'esprit par le fait qu'en quelques clics, vous créez sans le savoir votre chez-soi idéologique, c'est-à-dire une communauté numérique qui rassemble des gens qui pensent comme vous, qui s'abreuvent aux mêmes sources que vous, ce qui conduit à une balkanisation de l'idée même de vérité. Et chacun d'entre nous, en fait, compte tenu du fait que dans les mêmes canaux de communication circulent des connaissances, des croyances, des commentaires, beaucoup de commentaires, des avis, des fake news, aucun d'entre nous n'a les moyens ni le temps de vérifier si ce qui circule là est vrai ou non. Et donc notre cerveau, il décide que sont vraies les informations dont il aimerait qu'elles soient vraies. Et qu'il y a, ça a été étudié par beaucoup de chercheurs, il y a ce que Umberto Eco appelait la force du faux, la puissance du faux. Ce qui est faux est beaucoup plus séduisant que ce qui est vrai. Et d'ailleurs, les fausses informations sont beaucoup plus vite partagées que les informations qui sont vraies. Et donc, je pense que ce lien entre science et république, il doit être retravaillé. Je disais tout à l'heure, on ne doit pas défendre une conception scolaire de la citoyenneté, mais il faut quand même faire en sorte que la démarcation entre le vrai et le faux devienne perceptible. Il y a un philosophe britannique qui s'appelle Bernard Williams, que je cite souvent, qui a écrit en 2006 un ouvrage traduit en français sous le titre « Véracité et vérité », dans lequel il analyse à l'avance ce qui se passe aujourd'hui. Il dit voilà, nous sommes dans une société postmoderne, c'est-à-dire une société qui a perdu la foi dans les grands récits. Le mot progrès a disparu des discours publics. Il a été remplacé par le mot innovation, qui n'est pas un mot synonyme de progrès. Donc on a quasiment abandonné l'idée de progrès. Et dans ce contexte, dit-il, il y a dans la société deux courants de pensée contradictoires l'un avec l'autre, qui normalement devraient se combattre, mais qui au contraire, par l'effet d'un mécanisme pervers, se renforcent mutuellement. Le premier courant de pensée, c'est ce qu'il appelle le désir de véracité. Nous sommes éduqués, nous sommes formés, nous sommes informés, et à ce titre, nous ne voulons pas être dupes des discours d'autorité, des discours institutionnels, surtout si ceux-ci, évidemment, sont prononcés non pas parce qu'ils disent le vrai, mais parce que ceux qui les prononcent ont intérêt à ce qu'ils soient crus. Donc ce désir de véracité, c'est finalement le désir, le souci de ne pas être dupe, des discours officiels, institutionnels, et c'est évidemment une tendance qui est parfaitement légitime en démocratie, et plus encore dans les régimes qui ne sont pas démocratiques. On ne veut pas être trompé. Et ça crée évidemment une suspicion qui, lorsqu'elle se radicalise, aboutit aux théories du complot. Mais bon, ce désir de véracité, à quoi devrait-il mener normalement? Eh bien, à l'identification de la vérité. On est suspicieux, on mène une enquête, et à l'issue de cette enquête, on sait ce qui est vrai, si ce qui nous a été annoncé comme vrai l'est vraiment, etc. Mais ce qu'a montré Bernard Williams, c'est que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est même le contraire qui se passe. C'est que le désir de véracité aboutit à ce qu'il appelle un déni de vérité. Pourquoi? Parce que le désir de véracité va enclencher dans la société tout entière un esprit critique généralisé qui va défaire l'idée qu'il y a des vérités assurées. Si je vous présente une vérité, par exemple, si je vous parle de radioactivité, qu'est-ce que c'est que la radioactivité? Je tiens un discours qui est très scolaire, je parle de la radioactivité comme on en parle dans les livres de physique. Vous pourriez m'objecter que je suis au CEA et que ma façon de parler de la radioactivité est liée à mon appartenance. Et donc vous diriez que ma conception de la vérité est instrumentalisée par mon appartenance. Ou bien, s'agissant d'un autre sujet, vous pourriez dire
que la vérité qu'on vous propose, elle est culturelle, conjoncturelle, éphémère, factice, instrumentalisée, relative ou autre. Et donc, on aboutit à cette situation qui me semble être assez adéquate à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que le désir de véracité affaiblit l'idée même de vérité et chacun se sent libre de décider ce qui est vrai pour lui. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut repenser la question de la vulgarisation. Et en cela, nous ne sommes pas aidés par les technologies, contrairement à ce que vous pourrez penser. Si vous lisez l'introduction à l'encyclopédie de d'Alembert et Diderot, travail monumental qui a été réalisé à la fin du XVIIIe siècle par l'esprit des Lumières, par les philosophes des Lumières. Leur projet initial, je l'ai raconté ce matin à l'atelier, c'était de traduire l'encyclopédie anglaise. Ils se sont rendus compte que dans cette encyclopédie, nulle part on ne parlait de technique. On parlait des connaissances, de l'histoire, de philosophie, mais pas de technique. Or, les philosophes des Lumières, d'Alembert notamment, pensaient que la technique était vectrice de pédagogie scientifique. C'est-à-dire que si on explique au peuple, comme ils l'appellent, comment marchent les objets techniques qu'ils utilisent dans la vie familière, la vie quotidienne, alors ils comprendront les principes scientifiques qui ont rendu ces objets possibles. C'est ça qu'on veut dire quand on dit que la technologie est vectrice de pédagogie scientifique. Et c'est pour cela qu'ils ont ajouté aux 24 tomes de l'encyclopédie initiale 5 tomes qui ne contiennent que des schémas, des illustrations, des dessins magnifiques qui montrent comment fonctionnent tous les objets techniques de l'époque. Donc les outils agricoles, l'imprimerie, comment on peut construire un télescope, etc. C'est magnifique. Évidemment, leur pari a peut-être été gagné à certaines époques. Kundera, dans son livre L'immortalité, donne en exemple Goethe, en disant que Goethe connaissait, paraît-il, toutes les techniques de son temps. Il avait construit son télescope, il savait construire une maison, il pouvait discuter avec son médecin de toutes les opérations chirurgicales qu'on peut effectuer sur un corps humain, etc. Mais aujourd'hui, le pari des Lumières, il est complètement perdu. Pourquoi ? Parce que plus un objet technique est complexe, et plus il est facile de l'utiliser sans savoir comment il marche. L'exemple canonique, c'est évidemment le téléphone portable, qui du point de vue physique et technologique est d'une complexité effroyable, mais qu'on peut utiliser très facilement. D'ailleurs, c'est un appareil qui est vendu sans notice. Et dans les papiers qui accompagnent ce produit, il n'y a aucune ligne où on vous explique comment ça marche. Qui parmi nous est capable de dire ce qui se passe quand vous envoyez un texto ou un email? Qu'est-ce qui se passe quand vous appuyez avec votre doigt sur l'écran? Comment se fait-il que des lettres soient retenues, sont mises dans un message? Vous appuyez sur envoyer. Le message part jusqu'à votre correspondant en Australie ou ailleurs. Par où est passé le message? Par un satellite, une fibre optique, dans l'air? Personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Ce qui n'est pas grave, ça ne nous empêche pas d'utiliser cet objet. Mais c'est pire que ça, c'est que ça tue notre curiosité. Moi, j'enseigne dans une école d'ingénieurs et j'observe que cette efficacité incroyable de la technique, qui semble miraculeuse, devrait susciter un étonnement qui lui-même devrait provoquer un questionnement du type « comment ça marche ?» Et en fait, non. En fait, non. On se dit que ça doit être très compliqué. Et ça crée d'ailleurs, chez les jeunes ingénieurs, les étudiants, ce que Günther Anders appelait une honte prométhéenne. Pour la première fois dans l'histoire, les ingénieurs se sentent dépassés par la technologie, au sens où ils ne sont pas capables de dire comment ça marche. Et s'ils le font, c'est toujours d'une façon très sectorielle dans leur spécialité, mais pas dans le reste des technologies. Et donc, le défi de la pédagogie scientifique, c'est de faire en sorte que on prenne à bras-le-corps ce fait d'observation, qui est que la technologie nous éloigne de la science par le fait qu'elle n'a plus d'utilité pratique. Je parle de la science. Le fait d'être compétent ne vous fait pas utiliser votre téléphone portable mieux que ceux qui ne sont pas
compétent. Et pour finir, parce que je crois qu'on a peu de temps, je voudrais qu'on parle un peu du Covid, de la pandémie que nous avons vécue. Parce que, en tant que vulgarisateur, c'est une histoire qui m'a traumatisé. Avant, moi, je faisais de la vulgarisation pour des raisons, disons, intellectuelles. La physique quantique, la théorie de la relativité, la théorie des champs, c'est quand même des formalismes magnifiques. Et quand on essaie de comprendre comment des jeunes gens, au début du XXe siècle, ont mis sur pied ces théories, on est émerveillé qu'ils aient pu si rapidement construire un édifice avec des concepts qui sont très éloignés des concepts familiers. Ce sont des théories qui ont été construites sans aucune impulsion empirique. Et on est admiratif. Et moi, je me disais, ça, c'est des choses qu'il faut expliquer aux citoyens, quel que soit leur intérêt pour la chose. Ils peuvent ensuite s'en désintéresser. Mais il y a une forme d'obligation républicaine de rendre ces connaissances accessibles, y compris à ceux dont le parcours scolaire ne leur a pas permis de rencontrer ces connaissances. C'est une obligation républicaine. C'était ça ma motivation. Mais le Covid est passé par là, et maintenant je m'interroge sur ce qu'il faut faire, puisque la conception que je voudrais mettre sur pied de la vulgarisation est beaucoup plus politique. Politique. Il y a un problème. Il y a un problème. Quand vous faites de la vulgarisation, vous écrivez des livres, vous donnez des conférences, des gens y viennent, posent des questions qui vous semblent intéressantes. Les livres sont lus, en tout cas certains, et vous recevez du courrier qui montre que les gens qui les ont lus ont compris des choses. Et donc vous vous dites, mais ça marche. La vulgarisation, ça marche. Et puis vous rencontrez des étudiants qui vous disent que ils ont choisi de faire de la physique parce que, adolescents, ils ont lu un livre du père Ives qui les a mis sur la voie. Donc vous dites vraiment, ça marche. Mais ce qu'a montré le Covid, c'est que ça ne marche qu'auprès de ceux, auprès de qui ça marche. C'est-à-dire très peu de gens. Les gens qui viennent aux conférences, qui lisent les livres. Mais il y a une grande partie du public qui s'abreuve à d'autres sources. Autrement dit, la question n'est pas de savoir quel livre supplémentaire il faudrait écrire pour que les gens soient davantage informés sur les sciences, mais quels sont les moyens, notamment de défaire les traumas que peuvent engendrer les souvenirs scolaires. Il y a des gens, je donne des cours en prison par exemple. En prison, c'est la même chose que dans la société, mais les choses sont beaucoup plus visibles et beaucoup plus accentuées. Il y a des prisonniers qui viendront jamais écouter un physicien. Non pas parce que ça les intéresse pas, mais parce qu'ils pensent que leur cerveau n'est pas autorisé à entendre quelqu'un parler de physique. Et donc, à la prison de Mont-de-Marsan, il y a quelques semaines, et il y en a 50 qui s'étaient inscrits, puis il n'y en a que 25 qui sont venus. J'ai demandé pourquoi, on m'a dit, ils ont peur. Et il a fallu que les surveillants aillent les chercher dans les cellules pour que finalement ils acceptent de venir, et finalement ils ont posé des questions. Mais vous voyez qu'il y a ce trauma-là. Il y a des gens qui estiment qu'il y a différentes sortes de cerveaux. Et l'école serait là pour nous dire assez tôt, à l'âge de 10 ans, si on est plutôt littéraire que scientifique. Mais ça, depuis quand il y a des cerveaux littéraires et des cerveaux scientifiques? Qui a jamais vu la différence entre un cerveau littéraire et un cerveau scientifique? Ça n'existe pas. C'est pas des choses qui sont engrammées dans la structure de notre cerveau qui détermineraient nos compétences. Moi, je connais des gens qui sont passionnés pour la science très tardivement. Hugo de Ménilcopin, mathématicien qui a eu la médaille Fields il y a 2 ans, l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. Il était en échec scolaire jusqu'à la classe première à cause des mathématiques. À cause des mathématiques. Donc il me semble que on doit réfléchir pour que le lien entre la République et la science soit un peu plus fort, non pas à distiller des connaissances comme ça. À mon avis, il faudrait plutôt en prendre le temps de les expliquer. Voilà. Comment est-ce qu'on a su ce qu'on sait? Comment est-ce qu'on a su ce qu'on sait? Je prends l'exemple du platisme. Il paraît qu'il y a 17% des gens qui pensent que la Terre est plate. C'est beaucoup, hein.
Donc je ne sais pas si les gens qui répondent à ces sondages sont sincères ou s'ils font de la provocation. Mais en tout cas, il y a plus de platistes aujourd'hui qu'il y en avait il y a 2000 ans. D'accord ? On pourrait même défendre l'idée que le platisme est une invention d'Internet. Puisque dans les textes anciens, qu'ils soient grecs, chinois ou indiens, il n'y a pas de texte platiste. Quand Aristote parle de la forme de la Terre, elle est ronde. Quand les Chinois parlent de la forme de la Terre, elle est ronde. Pareil pour les Indiens. Ils avaient observé les éclipses de lune. L'ombre de la Terre sur la Lune est toujours circulaire. La seule forme géométrique dont la forme projetée est toujours circulaire, c'est la sphère. Et donc, nous savons tous, nous, que la Terre est ronde. Pardon. Nous savons tous que la Terre est ronde, mais nous ne savons pas dire comment on a su qu'elle est ronde. Et donc, vous qui savez que la Terre est ronde, si je vous mets en face d'un platiste qui a étudié attentivement un site internet platiste dans lequel on distille 1001 arguments expliquant pourquoi la Terre est plate, vous ne serez pas capable de réfuter ces arguments. Et donc il me semble que dans la pédagogie, on devrait davantage prendre le temps d'expliquer comment nous avons su ce que nous savons, plutôt que de présenter des connaissances sans jamais expliquer d'où elles viennent. Merci beaucoup Étienne. Alors je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est prévu, mais sinon on va enchaîner directement avec le deuxième échange. Eh bien je crois sur la culture de la plainte. Alors il y a deux questions. Normalement oui, vous avez des micros dans les allées à disposition. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oh, c'est une question peut-être qui est hors sujet, mais je vais la poser. Il me semble, moi je suis un vieux, hein, j'allais dire un vieux con, mais enfin, et il me semble qu'il y a 40 ans, enfin quand j'étais étudiant, etc., il y avait un statut dans la République de la science. Il y avait une reconnaissance des scientifiques, de ceux qui maîtrisaient la technique, et d'ailleurs, au sein du pouvoir, ils avaient un rôle beaucoup plus important, ils étaient mieux représentés qu'aujourd'hui. Et je pense que c'est un problème, premier point. Et le second point, je pense qu'il y a une thématique alors, qui intéresse beaucoup les jeunes, en particulier l'environnement, et il y a beaucoup de choses que la science peut faire à ce sujet. Bon, je parle quelques exemples, les ciseaux moléculaires, la fossilisation accélérée. Bon, ça repose effectivement sur de la bio, de la chimie, etc. Et je pense qu'on pourrait effectivement motiver les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs sur ces problématiques-là qui ont, disons, permettent de répondre à des enjeux extrêmement forts, en tout cas pour eux, pour nous aussi. Voilà, merci. Sur le premier point, c'est vrai, on est de la même génération, hein, je pense, enfin, vu de loin. Il y avait à la télévision les leçons de Louis le Prince Ringuet. Je ne sais plus à quelle fréquence, à la télévision, le soir, il donnait un petit cours de science. Et ce discours faisait autorité. Hein. Il était d'ailleurs très explicatif. Et il expliquait voilà, l'état du savoir. Et ça faisait en effet autorité. Maintenant, vous dites, dans le monde politique, il y a très peu de scientifiques. Alors moi, j'ai beaucoup de collègues qui, en effet, ironisent sur les mauvaises connaissances scientifiques du personnel politique, notamment depuis qu'il y a eu cette fameuse commission d'enquête au Sénat. On a interrogé d'anciens ministres sur les décisions qu'ils ont prises à propos de la politique énergétique de la France. À une époque où on craignait qu'on manque d'électricité pendant l'hiver à cause d'une baisse de la puissance délivrée par les réacteurs. Et on a vu que certaines personnalités avaient des connaissances complètement fausses et ont dit des espèces d'énormités incroyables, notamment sur la fusion nucléaire. Si j'avais le temps, je mimerais d'ailleurs une séquence par laquelle une ministre a dit absolument n'importe quoi sur la fusion. Et donc mes collègues scientifiques se moquent. Non, vraiment, c'est pas possible d'être aussi nul, etc. Mais je pense qu'on n'est pas dans une situation où il faut trouver des boucs émissaires et se moquer. La vraie question, ça n'est pas de savoir pourquoi le niveau scientifique moyen de la population est très mauvais. La question est de savoir pourquoi les scientifiques ne font pas de politique. Pourquoi est-ce que les scientifiques ne font plus de politique?
Il y a très peu de députés qui soient scientifiques aujourd'hui. C'était moins vrai à d'autres époques de l'histoire. Et vous voyez, il y a ce biais dans notre perception des choses qui est que en France, nous avons un niveau scientifique très très élevé. On a une élite très très forte. On a des ingénieurs très 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 bien formés. On a des prix Nobel, des médailles Fields. On a une élite extrêmement forte. Mais le niveau moyen de la population est très très bas. Très très bas. Et on est trompé par le fait qu'on a une élite forte. Quand on regarde les pays qui sont très bien placés dans les classements internationaux, classement Teams par exemple, ou PISA, on s'aperçoit que leur élite est sans doute moins forte, mais le niveau général est meilleur. Il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas capables de faire une règle de 3. On avait l'occasion pendant le Covid de faire cette fameuse pédagogie, d'expliquer ce qu'est une exponentielle. Là, on employait le mot quasiment tous les jours, plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est qu'une exponentielle? Moi, j'ai discuté avec des journalistes qui m'ont dit c'est trop compliqué à expliquer. D'ailleurs, les gens pensent qu'une exponentielle, c'est une fonction qui croît très rapidement. Alors qu'une exponentielle, au début, vous savez, ça croît très lentement, de façon linéaire. Mais si vous regardez les conférences de presse d'Angela Merkel, pendant le Covid, a donné aux Allemands des cours de mathématiques sur l'exponentielle. Elle y a passé 10 minutes. Mais elle l'a fait à plusieurs reprises. Et donc, je pense que la pédagogie scientifique, elle est surtout victime d'une crise de la patience. C'est-à-dire qu'on n'a jamais le temps, on ne prend jamais le temps d'expliquer les choses. Et évidemment que la solution, c'est sans doute l'éducation. Mais réformer l'éducation, M. Blanquer le sait, ça prend du temps. Et les effets positifs d'une réforme se feront voir dans très longtemps. Par contre, pourquoi est-ce que quand on présente l'actualité, quand dans l'actualité il y a un sujet scientifique, et il y en a souvent, pourquoi est-ce qu'on n'associe pas la présentation de ce sujet à de la pédagogie? Quand on parle d'une centrale nucléaire en Ukraine qui est menacée par les bombardements russes, pourquoi on n'explique pas ce qui se passe dans un réacteur? Qu'est-ce qui est dangereux dans l'affaire? Moi, j'observe qu'on ne le fait pas. On n'explique pas la différence qu'il y a entre une corrélation et une causalité. Et pendant le Covid, dans les débats télévisés, le nombre de fois où des gens ont pu confondre corrélation et causalité sans être interrompus, sans être contestés, est hallucinant. Vous m'accorderez que c'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie qu'on peut dire qu'il a plu les grenouilles. Et bien pourtant, ce genre de raisonnement a été largement pratiqué sans contestation. Et donc, voilà, je pense qu'il y a des choses à faire si on veut que la science, sans être obligatoire, soit plus accessible dans une république comme la nôtre. Merci beaucoup, Étienne. Je vois qu'il y a une question devant, mais on va devoir passer à la deuxième table ronde sur la culture de la plainte et de la victimisation. Et j'appelle sur scène Pascal Bruckner, philosophe, romancier et essayiste.